Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc pour ce premier cours comme annoncé dans la vidéo introductive que je vous conseille de regarder si vous n'avez pas vu, qui vous résumera un petit peu les principes et les probables grandes lignes de la chaîne. Donc bienvenue dans ce premier cours consacré au Second Empire. Donc le Second Empire, Napoléon III, tout ce qui l'entoure, etc. On va essayer de dresser dans ce cours un portrait assez général de ce Second Empire, sans émettre trop de critiques, ni en faisant sa légende, puisque bon, pour ceux qui ne le savent pas, le Second Empire a une légende dorée, disons, une légende plutôt noire, un peu comme le Premier Empire d'ailleurs. C'est une similarité que l'on retrouve dans ces deux régimes impériaux qui se succèdent au XIXe siècle. On va essayer de traiter ce Second Empire en plusieurs chapitres, puisque c'est tout de même un sujet assez vaste, même si l'Empire ne dure pas longtemps en soi. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on fera un premier chapitre qui sera consacré à l'avènement du Second Empire et un petit peu parler du personnel impérial donc, qui entoure cet empire. Dans un chapitre 2, on verra l'évolution politique, comment on passe d'un empire autoritaire, un empire qu'on a qualifié pendant longtemps de libéral, même si le terme libéral serait tout de même à revoir, mais c'est souvent le nom qu'on donne à cette période. Un troisième chapitre consacré là aux transformations économiques, donc il faut pas, c'est un domaine qui est à traiter. Bon, on va pas rentrer dans des termes très spécifiques, on va rester assez large. Un chapitre 4, non, pas chapitre 5, un chapitre 4 qui sera assez court sur Paris et la province, donc on va étudier voilà, la ville parisienne mais également ses alentours. Un chapitre 5 cette fois-ci consacré aux classes sociales, au mouvement des idées. Le 19e siècle c'est un siècle qui est très perturbé par des révolutions, mais tout simplement des mouvements sociaux. Vous savez probablement que voilà, la gauche, entre guillemets, naît en soi au 19e siècle, avec les conditions des ouvriers qui se dégradent de plus en plus. Et c'est un petit peu cette gauche sociale qui apparaît, donc on va voir ça. Et un chapitre 6 sur la politique extérieure et les grands succès militaires. On va parler de la Crimée et de l'Italie également, puisque c'est un empire qui a fait la guerre. Un chapitre 7 où on va s'envoler un petit peu de l'hexagone, la France dans le monde. On va essayer de regarder voilà, comment la France se porte dans le monde et quelle vision en ont les puissances étrangères. Et un ultime chapitre sur la catastrophe de 1870, donc là où on parlera de la bataille de Sedan, bien évidemment très connue. Donc comment on en arrive à cette bataille de Sedan. Et on terminera par une conclusion, voilà, pour faire un petit peu le bilan. Voilà, je vous expliquer un petit peu le cheminement que nous allons effectuer tout au long de ce cours consacré à ce Second Empire. J'en profite également pour vous donner une petite référence littéraire comme ça. J'essaierai de faire à chaque début de cours. Bon, j'ai pas cherché plus que ça dans les livres, pour tout vous dire. Je vous donne simplement un ouvrage qui s'appelle, le titre est à rechercher, Le Second Empire, écrit par Pierre Miquel, un historien, publié en 1992 à la librairie Plomb. Voilà, donc si vous voulez le lire. Bon, Pierre Miquel c'est un bon historien, il a déjà travaillé sur l'affaire Dreyfus, et également sur la révolution de 1848. Donc c'est un petit peu une référence pour tout ce qui est 19e siècle. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet en abordant le Second Empire, je pense qu'il serait bien un petit peu de nous replacer dans
contexte politique, on va se limiter aux politiques là pour l'instant, le contexte politique de cette Europe du 19e siècle. Donc bon, c'est une Europe qui a été très chamboulée pendant ce 19e siècle. Bon, on va se concentrer même plutôt sur la France, on va faire un petit peu de chauvinisme. Bon, en revenant, en remontant tout de même loin du Second Empire, donc je vous le rappelle, j'espère quand même que ce n'est qu'un rappel, ça, sinon c'est quand même inquiétant. La Révolution française éclate, donc bon, on retient la date, voilà, de 1789. La monarchie absolue de droit divin est balayée. Bon, il y a eu des tentatives pour essayer de faire une sorte de monarchie modérée, ça marche pas. Le roi est balayé, on met à la place une république qui peine à s'installer, puisqu'on a d'abord une période de terreur, donc qui commence, voilà, on peut le dire, en 1790, jusque, voilà, même se poursuit encore en 92 quand on est sous la République. Donc proclamation de la première République, donc en septembre 1792. Bon, c'est une première expérience républicaine. Après, on voit se succéder un gouvernement qui s'appelle le Directoire, qui est en France, qui est une banquette, en soi, un gouvernement, enfin, qui stabilise à peu près la France, mais qui est éphémère, puisque le Directoire ne survit que si la France révolutionnaire est en guerre. Donc le Directoire, il commence à peu près en 1793, même 1794, jusqu'en 1799, où on a un petit Corse qui vient de son île, donc qui a gravi les échelons militaires, qui a prouvé sa valeur et son patriotisme en 1796 lors de la campagne d'Italie. Donc c'est bien sûr, vous l'avez reconnu, Napoléon Bonaparte, donc à l'époque qu'on appelle que Bonaparte, qui réalise son coup d'état en 1799 et qui met en place, à l'aide de deux autres comparses, Sieyès et Ducos, qui mettent en place un consulat avec un triumvirat. Donc le triumvirat qui est tiré du triumvirat de l'époque romaine, avec il y en a un que j'ai oublié son nom, c'est César, Pompée et, attendez, je vais retrouver le nom, Crassus, voilà, ça revient. César, Pompée et Crassus, donc ils forment le premier triumvirat de la République romaine. Donc voilà, Napoléon, Sieyès et Ducos s'inspirent de ce système pour établir le consulat. Ensuite, Bonaparte se fait élire, il écrète une loi qui le place consul à vie, donc c'est-à-dire que plus personne ne peut prendre sa place de premier consul. Et ensuite, en 1804, il se fait couronner empereur des Français, et donc proclamation du Premier Empire, qui dure, première partie, jusqu'en 1814. Donc 1814, première défaite de l'Empire, l'abdication à Fontainebleau. Napoléon se retire sur l'île d'Elbe, au large de l'Italie. Et c'est le frère cadet de Louis XVI qui entre en jeu, Louis XVIII, qui revient en France, donc qui fait son grand retour, et qui s'installe sur le trône de France. Et donc c'est la monarchie qui revient. Mais c'est pas la monarchie absolue de droit divin, puisqu'il sait très bien, même Louis XVIII n'est pas idiot à ce moment-là, il est conscient que c'est absolument impossible de remettre une monarchie absolue en France. Donc il va faire une monarchie constitutionnelle, donc il y aura une constitution, puis une charte qui arrivera après, la charte de 1814, donc qui essaiera d'établir une monarchie, pas trop autoritaire. Puis Napoléon débarque à Golfe-Juan en 1815 avec ses hommes, et il remonte jusqu'à Paris au passage en prenant des hommes, en recrutant des hommes, en retrouvant aussi les hommes qui lui étaient fidèles.
Et donc ceci dure jusqu'au mois de juin, le 18 juin 1815, la bataille de Waterloo. Napoléon est hors jeu. Nouvelle abdication, fin définitive de l'Empire. Napoléon est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Voilà, donc là on est vraiment sur la fin de l'Empire. Et Louis XVIII revient sur son trône, il reprend ses fonctions qu'il avait dû abandonner à la hâte en 1814. Donc il fait cette sorte de monarchie. Voilà. Ça dure jusqu'en 1824. Louis XVIII meurt. C'est Charles X qui prend la suite. Donc on est toujours sur la lignée des Bourbons. Donc Charles X prend la relève de Louis XVIII. Charles X est beaucoup moins conciliant que Louis XVIII. Et on a des réformes qui rétablissent un petit peu une monarchie. Voilà, elle tend plus vers le côté autoritaire qu'un côté presque... c'est pas tellement ça, mais bon, presque un côté libéral on avait sous Louis XVIII. Voilà, il y avait des libertés qui avaient été remises petit à petit. C'est pas des grandes libertés, c'est pas les libertés que les Français ont pu connaître sous les premières heures de la Révolution et les premières heures de la République. Bon, elles ont diminué au fur et à mesure. Voilà, le consulat en a enlevé certaines, l'Empire en a enlevé certaines, même si elles en ont gardé les fondamentales, on l'oublie trop souvent, mais bon, voilà, parenthèse fermée. Mais Louis XVIII, voilà, avait donné une sorte de petit sentiment libéral dans le sens politique, j'entends, c'est-à-dire voilà, il y avait une possibilité d'une opposition. En réalité, c'est plus complexe que ça, mais bon, voilà, si je grossis les traits, c'est ça. Alors qu'avec Charles X, c'est quand même autre chose. Charles X est beaucoup plus conservateur que Louis XVIII, et lui, il voudrait bien revenir quand même à cette monarchie absolue de droit divin. La preuve, il va commencer par renouer avec la tradition du sacre, puisque Louis XVIII n'a pas été sacré. Charles X va se faire sacrer à Reims, comme le veut la tradition. On le voit donc dans les tableaux, en tenue de sacre, etc. Donc là, cet acte du sacre est un petit peu pour rappeler aux Français que de dire oh, vous avez un roi sur le trône de France, et puis c'est pas le roi quasiment libéral que vous avez connu avec Louis XVIII. Non, là c'est la monarchie conservatrice qui revient en jeu. Dans les premiers temps, ça marche. Donc, je vous le rappelle qu'il arrive au pouvoir en 1824, à la mort de Louis XVIII. Ça marche, voilà, ça prend, puisque on a toujours ces royalistes conservateurs qui étaient effarés quand ils étaient avec Louis XVIII, parce que bon, ils n'aimaient pas Louis XVIII, quoi. Voilà, ils trouvaient que Louis XVIII il était pour rien. Eux, ils voulaient un rétablissement pur et dur de la monarchie absolue de droit divin. C'était ce que les conservateurs voulaient. Les royalistes, les légitimistes, qui s'appelleront ensuite, ils changeront de nom, ces légitimistes, c'est ce qu'ils veulent, un retour à la monarchie de droit divin. Donc quand ils voient ce Charles X arriver, avec le sacre et tout le tintouin, et voilà, c'est moi le roi, ils se disent, ça y est, on a trouvé notre homme, donc on le suit, et on lui accorde notre soutien. C'est ce qui se passe dans les premières années. Mais Charles X, plus les années passent, plus il se rend bien compte que il peut pas faire ce qu'il veut, que ces réformes elles passent pas toutes. Et il voit aussi qu'il y a une opposition qui commence à grimper petit à petit. Et c'est pas une opposition des nobles, disons, voilà, des bourgeois. C'est plutôt une opposition des classes populaires, des classes pauvres. Voilà. C'est ceux-là qui commencent à faire entendre leur voix et à réclamer leurs idées de liberté, puisque bon, même si Charles X a accepté la charte de 1814, il l'a ratifié, donc il s'accorde des libertés, mais petit à petit, comment s'en en veut, bon, les Français s'en rendent compte. Et donc on arrive en 1830, c'est la période qu'on appelait les Trois Glorieuses, donc pendant il y a une révolution qui est très éphémère, qui dure 3 jours, d'où les Trois Glorieuses. Et donc cette révolution renverse Charles X et propulse au pouvoir Louis-Philippe d'Orléans. Donc là c'est d'Orléans, c'est pas parce qu'il vient d'Orléans, c'est sa maison en fait. Vous avez la maison des Bourbons et la branche cousine, disons, c'est la branche des Orléans, des Orléanais. Bon, ils sont pas copains avec les Bourbons, ils s'entendent pas tellement.
Et donc c'est ce Louis-Philippe d'Orléans qui sort un petit peu de nulle part, qui propose, qui se propose, et qui est propulsé également à la tête du royaume de France. Donc ce Louis-Philippe va essayer également, comme Charles X, de remettre des libertés, de conserver les libertés, mais lui, à l'inverse de Charles X, il est moins conservateur et il est plus libéral, déjà, politiquement, et il essaye de contenter les Français. C'est une tâche qui est assez ardue, puisque quand Louis-Philippe contente un parti, il y a l'autre parti qui dit « Et moi, pourquoi j'ai pas été contenté ?» Donc, Louis-Philippe, durant toute sa période de règne, donc à partir de 1830, il oscille entre aider les conservateurs, aider les libéraux, aider les républicains, il oscille entre tous ces partis qui font émergence, qui créent une opposition dans le corps politique et dans la vie politique française de l'époque. Et il va faire des actes entre guillemets significatifs. Il accepte le drapeau tricolore comme emblème de la France, donc ce drapeau tricolore qui date de la Révolution française, qui avait été adopté par le Premier Empire, est de nouveau adopté par Louis-Philippe, donc c'est une grande chose. Voilà, des libertés politiques, la liberté d'expression est retrouvée petit à petit. Donc c'est des choses qui sont notables. Il change également son nom, il n'est plus roi de France, mais roi des Français. C'est un nom qui symbolise le rapprochement entre le peuple et le roi. Donc dans ses premières années, tout comme Charles X à peu près, il arrive à contenter les différents partis. Mais bon, arrive un moment où il peut plus contenter tout le monde, donc il va servir un petit peu son intérêt personnel. Et il va commencer à se durcir de plus en plus, à durcir le régime. Donc les lois de rassemblement, on peut se regrouper, diminuent de plus en plus. Des lois, des libertés, des libertés, les libertés de se réunir diminuent, les libertés d'expression commencent à diminuer de plus en plus, les journaux sont poursuivis, on ne peut pas dire n'importe quoi dans les journaux, il faut faire attention, il y a une censure qui revient, qui est extrêmement sévère à la fin, sous Louis-Philippe on a vraiment une grosse censure, vous pourrez regarder, j'ai oublié l'auteur, pourtant c'est un caricaturiste phare du 19e en France, qui a dessiné notamment la poire, la poire, ça colle à la peau de Louis-Philippe. Voilà, vous avez toutes ces choses-là qui font que le peuple commence à avoir également ras-le-bol de ce Louis-Philippe. Et c'est ce qui arrive en 1848, appelé le printemps des peuples. Les révolutions de 1848 vont renverser Louis-Philippe et le forcer à s'exiler, et il s'exilera en Angleterre. Et il y a deux parties en 48, il y a d'abord février 48. Donc en février 48, il y a ces premières heures de la Révolution qui instaurent la République, et avec le discours de Lamartine devant l'hôtel de ville, etc. Donc bon, c'est ces premières heures de la Révolution. Donc cette seconde République est proclamée et instaurée. Et après, en juin 1848, il y aura une seconde vague de révolution, et donc là qui sera assez sanglant, et qui verra pas mal de personnes mourir. C'est le côté sombre de cette période de 1848. Donc cette république est instaurée. Bon, c'est une république qui est un peu bancale. Il y a quand même toujours une opposition royaliste très forte au gouvernement. Il y a des républicains qui sont pas en majorité. Il y a pas mal de socialistes aussi. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec une république qui concentre des extrêmes au pouvoir et qui a du mal à s'entendre un petit peu. C'est pas une période très fructueuse pour la France. Les périodes de cette république qui sont assez bien, mais il y a d'autres périodes où, le gouvernement rame pas mal. Et donc on en arrive après, en 1851. Donc le 2 décembre 1851, 2 décembre référence bien sûr au sacre de Napoléon Ier qui a lieu le 2 décembre 1804. 2 décembre 1851, c'est le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. Bon, alors il faut savoir déjà avant qu'il a été élu, mais je le redirai tout à l'heure, qu'il a été élu prince-président. Donc prince-président, c'est l'équivalent d'un président, quoi. Prince-président en 1848. Donc déjà il est à la tête du pouvoir,
Et déjà quand il était prince-président, il avait une certaine dérive du pouvoir personnel qui était déjà présente. Et c'était, pas ouvertement, mais je veux dire, quand on voit les agissements, etc., on se rend bien compte qu'il y a une dérive personnelle du pouvoir qui n'a pas été arrêtée ni par les membres du gouvernement, ni par les classes. Je parle pas de classe, pardon, il ne faudrait pas parler de classe, mais bon, tant pis. Les classes populaires, les basses classes, qui se sont rendus compte de cette dérive un petit peu du pouvoir. Puis voilà, après, Napoléon Bonaparte va faire des tournées dans toute la France pour dire mais le rétablissement de l'Empire c'est bien, hein, sa fameuse phrase l'Empire c'est la paix, c'est ce qu'il proclame. Et donc là il fait vraiment ses idées et il plébiscite les Français, savoir voilà, vous voulez l'Empire ou pas. C'est pas dit ouvertement mais en fonction des réactions des Français on sait très bien s'ils veulent ou pas. Et on en arrive à ce coup d'état du 2 décembre 1851. Et l'année d'après, jour pour jour, le 2 décembre 1852, c'est la proclamation officielle du Second Empire, ce 2 décembre. Voilà. Mais déjà en 1851, on commence déjà à avoir ce régime impérial qui se met en place. Mais voilà, c'est cette proclamation, le 2 décembre, officielle du Second Empire. C'est là qu'on entre dans un véritable régime impérial. Voilà. C'est une introduction qui est assez longue, hein, qui dure quasiment 20 minutes, mais je pense qu'elle est nécessaire. Elle était nécessaire, puisque voilà, elle vous replonge dans ce contexte politique, le contexte politique français. Hein. Je l'ai mis du point de vue de la France, puisque bon, on peut finir cette introduction avec une ouverture, entre guillemets, sur l'Europe. Mais bon, en Europe, il n'y a pas beaucoup de changements. Les monarchies sont toujours présentes. Hein. La monarchie anglaise est toujours présente, elle est toujours là, hein, tout au long du siècle. Il y a des changements en Autriche, puisqu'il y a une guerre là hein, entre la France, c'est surtout pendant le Premier Empire qu'il va y avoir des changements. Cette guerre entre la France et l'Autriche, hein, Austerlitz, 1805, l'Autriche est battue, donc il y a des pertes de territoire. La Prusse est également beaucoup amputée hein, durant ce siècle. En 1806, quand Napoléon rentre dans Berlin, hein, la Prusse est mise à terre, hein, mise à genoux, déposée hein, clairement par le Premier Empire. Il n'y a que la Russie qui arrive à résister, et donc qui arrive à mettre en échec Napoléon Ier en 1812 lors de sa campagne de Russie. Donc la Russie qui reste dans cette Europe du 19e siècle un régime très spécial, voilà, qui est un régime autocratique, qui est vraiment un petit peu mis à part de toutes les puissances européennes qui restent des monarchies classiques. Voilà, mais non, la Russie c'est ce régime autocratique qui est très spécial et unique, qui ne s'applique qu'à la Russie au 19e siècle. Et l'Espagne, bon l'Espagne c'était une monarchie, hein, c'est resté une monarchie fidèle à l'empereur, fidèle au Premier Empire hein, durant les premières années, puis après en 1808 déjà, même 1807, les relations commencent à se dégrader et puis deviendra ennemi du Premier Empire et cette monarchie tiendra. Et en Italie, il y aura du changement, puisque lors du Premier Empire, vous avez les États papaux qui sont là. Au nord, c'est le Royaume d'Italie, donc qui a été fondé par Napoléon Ier, et donc le vice-roi c'est Eugène de Beauharnais, hein, donc le fils de Joséphine. Et au sud c'est le royaume de Naples, donc qui est dirigé par Murat, fidèle parmi les fidèles de l'empereur jusqu'à la fin où ça va commencer à se gâter, les relations vont se détériorer et ils vont plus se parler du tout à la fin. Mais bon, Murat reste un héros célèbre, un cavalier intrépide du Premier Empire, et donc Napoléon le fera roi de Naples. Donc cette Italie était fermement ancrée dans la sphère d'influence française du Premier Empire. Mais avec la fin du Premier Empire, cette Italie éclate totalement, pas le sud. Le sud reste le royaume de Naples, qui deviendra après le royaume des deux Siciles, mais c'est exactement le même nom. Voilà, Murat restera un petit peu de temps, juste à la chute du Premier Empire en 1815, il restera encore un peu roi de Naples, pas pour longtemps puisqu'il sera exécuté et rattrapé, hein.
et on placera quelqu'un d'autre à sa tête, quelqu'un qui n'est pas comment je vais dire ça, qui n'est pas en faveur d'une indépendance, puisque déjà chez Murat on avait cette idée là je déborde, mais bon tant pis. Chez Murat on avait cette idée d'unification italienne, et ça on va en reparler parce que le Second Empire il joue un rôle dans cette unification italienne. Et cette idée d'unification elle était déjà là quand Murat, et surtout quand Caroline, parce que Caroline, la sœur de Napoléon, c'est elle qui était vraiment, qui a impulsé cette idée de liberté, mais Murat l'a rejoint après. Et tous les deux ont été des formidables rois et reines, ont été de formidables gouverneurs de Naples. Et ils avaient déjà cette idée de créer une unité italienne, mais déjà sous le Premier Empire. Mais vraiment, quand l'Empire s'effondre, Murat et Caroline, ils savent tous les deux qu'il n'y aura plus personne pour lui mettre dans les bâtons dans les roues. C'est ce que tous les deux pensent. Hein. Maintenant que Napoléon n'est plus là, ils peuvent essayer de réaliser leur rêve, leur idée d'une Italie unifiée. Au nord, c'est un éclatement total. Hein. L'Italie s'éclate totalement. Vous avez le nord-ouest de la péninsule italienne, donc avec le royaume de Piémont-Sardaigne. Donc là, voilà, qui fait une émergence, et vous avez plein d'États italiens, de républiques italiennes, mais sous la botte de l'Autriche. L'Autriche annexe la Lombardie et la Vénétie, donc l'Autriche prend un poids et une importance considérable en Italie, et on verra que ça joue une importance dans l'indépendance, mais l'unité italienne. Et ce royaume de Piémont-Sardaigne, donc, qui commence à accomplir sa dérive libérale dès 1815. Donc voilà, cette Europe du 19e siècle, une Europe chamboulée. Hein. Puis après, c'est pareil en Allemagne. Hein. Une fois que le Premier Empire s'effondre, la Prusse a beau revenir à son état initial. Napoléon, ce qu'il a fait, c'est qu'en 1806, quand il est arrivé en Prusse, eh ben, il a amené les idées de liberté, les idées de la révolution. L'idée que les peuples peuvent disposer d'eux-mêmes, ça c'est fondamental. Et il amène ça, Napoléon, dans ses bagages. Et ça pose des problèmes, puisqu'après, quand les rois de Prusse veulent réaffirmer leur autorité, et bah, ils peuvent pas, parce que les peuples disent ouais, mais nous on a goûté à la liberté et maintenant on veut la liberté. Dire que voilà, il y a eu ce mouvement fondamental qui a réveillé l'éveil des nations et qui aboutira ensuite à l'unité allemande et à la proclamation du Reich, de l'Empire allemand en 1870 dans la Galerie des Glaces à Versailles. Donc voilà le portrait un petit peu de cette Europe du 19e siècle. Donc je vous ai dressé un portrait très général de cette Europe. Hein. Bien sûr, on pourrait passer des heures, c'est fabuleux, c'est fascinant. L'évolution, peut-être que je ferai un cours là-dessus, mais c'est pareil. Voilà, comme je vous le disais, l'indépendance, enfin l'unité italienne, l'unité allemande, mais ce sont des sujets fabuleux à traiter, très intéressants. Donc voilà pour ces introductions qui nous permettent de replonger dans ce contexte très particulier de ce 19e siècle. Et donc là, ça va être surtout de la fin de ce 19e siècle qu'on va étudier. Et voilà, on va maintenant pouvoir passer à cet avènement du Second Empire. Je vous remercie toutes et tous de m'avoir écouté, et je vous dis rendez-vous très prochainement pour le prochain cours. Au revoir.